12 décembre 1942, Pays-Bas. Un bombardier américain endommagé effectue un atterrissage forcé sur un aérodrome hollandais occupé par les Allemands. L'équipage est capturé. L'avion, une forteresse volante Boeing B-17, est rapidement transporté à Rechlin, la base d'essai aérien la plus secrète d'Allemagne. En quelques jours, le général Feldmarschall Erhard Milch, secrétaire d'État à l'aviation et responsable de toute la production aéronautique allemande, arrive pour examiner ce que la propagande nazie appelait le bombardier de la terreur. Ce qu'il découvrit dans ce hangar l'ébranla jusqu'au plus profond de lui-même, non pas à cause des capacités du B-17, mais à cause de ce qu'il représentait. Au moment où Milch acheva son rapport technique, il était parvenu à une conclusion si dévastatrice que ses supérieurs la rejetteraient comme de la propagande défaitiste. L'Allemagne avait déjà perdu la guerre, et la preuve mathématique était posée sur ce sol en béton devant lui. Voici l'histoire de la façon dont un bombardier capturé révéla la vérité sur la guerre industrielle, et comment l'homme qui comprit cette vérité fut impuissant à la changer. Erhard Milch n'était pas un nazi typique. Ce n'était pas un idéologue du parti, pas un fanatique croyant en la supériorité raciale, pas un homme qui pensait que la seule volonté pouvait gagner les guerres. C'était un industriel, un administrateur, un pragmatique, qui croyait en la capacité de production, les chaînes d'approvisionnement et les mathématiques froides de la fabrication. Né en 1892, Milch avait servi comme officier d'artillerie et pilote de reconnaissance pendant la Première Guerre mondiale. Après la guerre, alors que l'Allemagne se voyait interdire une force aérienne militaire, Milch rejoignit le secteur de l'aviation civile. En 1926, il était directeur général de la Lufthansa, la compagnie aérienne nationale allemande. Il connaissait les avions, il connaissait la logistique, il savait ce qu'il fallait pour construire, entretenir et opérer des flottes aériennes à grande échelle. Quand Hitler arriva au pouvoir et commença à reconstruire secrètement l'armée allemande, Milch était le choix évident pour aider à créer la Luftwaffe à partir de rien. En 1935, il était secrétaire d'État à l'aviation, effectivement le numéro 2 de la force aérienne allemande, responsable de la production aéronautique, des approvisionnements et de la planification industrielle. Sa relation avec Hermann Göring, le Reichsmarschall et commandant en chef de la Luftwaffe, était compliquée. Göring était un as de la chasse de la Première Guerre mondiale, un leader charismatique et un survivant politique. Mais il était aussi impulsif, enclin à la pensée magique et de plus en plus déconnecté de la réalité. Milch était son opposé. Là où Göring voyait ce qu'il voulait voir, Milch voyait des chiffres. Là où Göring faisait des promesses basées sur l'optimisme, Milch faisait des évaluations basées sur la capacité. Et fin 1942, les chiffres que Milch voyait le terrifiaient. Même avant la capture du Wolfhound en décembre, Milch avait été troublé par des rapports des fronts Est et Ouest. En octobre 1942, un B-17 avait été abattu au-dessus de l'Allemagne. L'épave fut collectée et transportée à Rechlin, où les ingénieurs allemands la reconstituèrent patiemment. Milch ordonna une évaluation technique complète. Le 28 octobre, il se rendit à Rechlin pour une conférence avec des officiers supérieurs de la Luftwaffe. Le B-17 partiellement reconstruit se trouvait dans un hangar entouré d'ingénieurs prenant des mesures, examinant les composants, analysant chaque détail. D'autres officiers étaient présents. Le colonel Adolf Galland, âgé de 30 ans, déjà un des as de la chasse allemand les plus célébrés et maintenant chef des escadrons de chasse de jour. Divers spécialistes techniques, officiers du renseignement. Il marchait autour du bombardier, prenant conscience de sa taille massive. Même gravement endommagé, même avec des sections manquantes, le B-17 était imposant. Galland, qui avait personnellement affronté des B-17 au combat, donna son évaluation en premier. Il réunit tous les avantages possibles en un seul bombardier. Premièrement, un blindage lourd. Deuxièmement, une altitude énorme. Troisièmement, un armement défensif colossal. Quatrièmement, une grande vitesse. Il fit une pause. Nos pilotes rapportent la même chose encore et encore. Ces bombardiers absorbent des punitions qui détruiraient n'importe quel avion allemand. Ils retournent à leur base avec des moteurs en feu, avec des sections du fuselage arrachées, et ils atterrissent en sécurité. Milch écouta, prenant des notes. Puis il présenta sa propre analyse, les données techniques,
les estimations de production, les implications pour la défense aérienne allemande. Et puis, il dit quelque chose qui fit bouger plusieurs officiers avec malaise. Le Reichsmarschall Göring m'a dit qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter des avions américains, que nous pouvions contempler l'avenir avec sérénité. Une longue pause. Je lui ai dit que je n'étais pas d'accord. La salle devint silencieuse. Ce sont des inquiétudes que je ne peux surmonter, continua Milch. Nous devons accepter que les bombardiers ennemis attaquant l'Allemagne voleront bientôt à des altitudes de 8500 ou 9100 mètres. Nos chasseurs auront du mal à les atteindre, et quand ils y parviendront, ils feront face à une puissance de feu défensive sans précédent. Il regarda les officiers assemblés. Les choses ne s'annoncent pas roses pour nos grandes villes. C'était une déclaration prudente, pas assez défaitiste pour être dangereuse, mais assez claire pour que tous dans la salle comprennent ce qu'il disait vraiment. L'Allemagne était en difficulté. Hans Jeschonnek, chef d'état-major général, tenta d'injecter de l'optimisme. Nous abattrons ces bombardiers quadrimoteurs aussi vite que les bimoteurs. La perte d'un bombardier quadrimoteur représente une perte bien plus élevée pour l'ennemi. D'autres hochèrent la tête, désireux d'y croire, mais Milch n'était pas convaincu, car il avait vu quelque chose dans ce B-17 détruit que les autres avaient manqué. Ce n'était pas seulement un bon bombardier. C'était un bombardier de production construit selon des normes qui ne montraient aucune preuve de pénurie de matériaux, aucun raccourci de fabrication, aucun compromis forcé par une capacité limitée. Et si l'Amérique pouvait construire des bombardiers comme cet avion complexe, lourd et consommateur de ressources à grande échelle, alors l'Allemagne faisait face à un ennemi dont la capacité industrielle éclipsait la sienne. Cette conférence d'octobre planta une graine d'effroi dans l'esprit de Milch. En décembre, quand le Wolfhound fut capturé intact, cet effroi fleurirait en certitude. Le 12 décembre 1942 commença comme une mission de bombardement de routine pour le 303e groupe de bombardement. 78 B-17 décollèrent de base en Angleterre. Destination, les triages ferroviaires de Rouen-Sotteville en France occupée. Ces triages étaient un centre logistique critique. Les détruire perturberait les lignes d'approvisionnement allemandes vers la côte atlantique. Le lieutenant Paul Flickinger, âgé de 24 ans, pilotait le B-17F numéro de série 40 et un Tiret 24 585, surnommé Wolfhound. C'était sa 3e mission de combat. Le 303e groupe de bombardement, connu sous le nom de Hells Angels, était encore relativement novice. Il n'avait commencé les opérations de combat qu'un mois plus tôt. La formation traversa la Manche sans incident. Alors qu'ils approchèrent de Rouen, des chasseurs allemands montèrent à leur rencontre. La tactique standard de la Luftwaffe était d'attaquer de face, où les premiers modèles de B-17F avaient un armement défensif limité. Des Bf 109 et des FW 190 plongèrent à travers la formation, les tirs de canon déchirant les bombardeurs. Le Wolfhound fut touché. Un obus de canon de 20 mm perça le fuselage. Un autre endommagea le moteur numéro 3. Des tirs de mitrailleuses criblèrent les ailes, mais le bombardeur tint bon et Flickinger resta dans la formation. Ils atteignirent la cible. Le bombardier largua sa charge. La formation fit demi-tour pour rentrer. C'est là que les choses empirèrent. Sur le vol de retour, légèrement séparé de la formation principale, le Wolfhound fut repéré par un chasseur de nuit Bf-110 du Nachtjagdgeschwader 1. Le chasseur bimoteur se rapprocha et ouvrit le feu. Plus d'impact. Le moteur numéro 2 commença à perdre sa pression d'huile. Le système hydraulique fut endommagé. Le carburant fuyait des réservoirs percés. Flickinger fit le calcul. Ils étaient au-dessus des Pays-Bas. L'Angleterre était de l'autre côté de la mer du Nord. Avec 2 moteurs en panne, en train de perdre du carburant et des dommages aux commandes, il n'y arriverait jamais. Il avait 2 choix. Amérir dans la mer du Nord glaciale, où la survie se comptait en minutes, ou se poser sur l'aérodrome le plus proche et devenir prisonnier de guerre. Il choisit l'aérodrome. Leeuwarden était un aérodrome hollandais occupé par les Allemands. Alors que Flickinger amenait le B-17 endommagé pour atterrir, les équipages de DCA allemands regardaient avec stupéfaction. Le train d'atterrissage du bombardier s'abaissa. L'hydraulique fonctionnait encore, à peine. L'avion toucha le sol durement, mais resta intact.
Des soldats allemands entourèrent le bombardier en quelques minutes. L'équipage fut fait prisonnier. Il serait transporté vers des camps de prisonniers de guerre où il passerait les 3 années suivantes. Mais le Wolfhound lui-même était la véritable prise. C'était la première forteresse volante B-17 intacte que l'Allemagne avait capturée. Pas une épave à reconstituer, pas une reconstruction partielle, mais un bombardier lourd opérationnel complet, avec tous ses systèmes intacts, prêts à être examinés en détail. En moins de 48 heures, le bombardier était soigneusement transporté à Rechlin. Quand Milch apprit la nouvelle, il libéra immédiatement son emploi du temps. C'était ce dont il avait besoin. Pas un avion écrasé, mais un exemple immaculé de l'ingénierie américaine. Il arriva à Rechlin le 15 décembre, seulement 3 jours après la capture. Le B-17 était posé sur le tarmac à Rechlin, paraissant étrangement déplacé avec sa peinture vert olive et ses marques d'étoiles blanches américaines. Milch fit le tour de l'avion lentement, prenant conscience de ses proportions. Il était énorme. L'envergure était de 31 mètres, plus large qu'un bombardier Junker Ju-88. Le fuselage était épais et carré, complètement différent des lignes élégantes des avions allemands. Il était franchement laid. Mais Milch avait appris depuis longtemps que l'esthétique ne signifiait rien. Ce qui comptait était la capacité. Il commença par ce que les pilotes allemands redoutèrent le plus, l'armement défensif. Le modèle B-17F avait subi des améliorations continues depuis le début de la guerre. Les premiers modèles étaient vulnérables aux attaques frontales. Ils n'avaient que des mitrailleuses portatives dans le nez, opérées par le bombardier et le navigateur. Mais cet avion capturé montrait les dernières modifications. 13 mitrailleuses lourdes, Browning M2 de calibre .50, 12,7 mm. Laissez ce nombre pénétrer. 13 mitrailleuses lourdes sur un seul avion, 2 dans les positions du nez, une sur chaque joue, décalées pour donner des champs de tir aux bombardiers et aux navigateurs. 2 dans la tourelle supérieure montée dans une tourelle sphérique Sperry motorisée qui pouvait pivoter à 360 degrés. 2 dans la tourelle sphérique ventrale sous le fuselage, peut-être la position la plus claustrophobique et dangereuse de l'avion, mais offrant une couverture complète de l'hémisphère inférieur. 2 autres aux positions de la taille, une de chaque côté du fuselage, opérées par des mitrailleurs debout. 2 à la position du mitrailleur de queue, couvrant les approches arrière. Une dans le compartiment radio tirant par une trappe supérieure. Et le modèle B-17G, qui entrerait en service dans quelques mois, en ajouterait encore plus. Une tourelle de mentonnière motorisée avec 2 canons supplémentaires pour se défendre contre les attaques frontales. Pour comparaison, les chasseurs standards allemands portaient peut-être 3 à 5 armes au total. Le Bf-109 avait un canon de 20 mm et 2 mitrailleuses de 7,92 mm. Le FW-190 avait 2 mitrailleuses de 13 mm et 2 canons de 20 mm. Ce bombardier avait plus de puissance de feu défensive que 3 chasseurs allemands combinés. Milch examina le stockage des munitions. Chaque arme avait environ 400 cartouches. Total des munitions, plus de 5000 cartouches de calibre .50. Il prit l'une des cartouches. Elle était massive comparée aux cartouches de 7,92 mm utilisées dans les mitrailleuses allemandes de calibre fusil. Le calibre .50, 12,7 mm, était une lourde cartouche conçue à l'origine pour un usage anti-véhicule et anti-aérien. Chaque projectile pesait environ 45 grammes. Tiré à 880 mètres par seconde, il transportait une énergie cinétique énorme. Le taux de feu combiné de toutes les armes, plus de 100 cartouches par seconde. Milch fit le calcul. Une rafale de 2 secondes de l'ensemble des 13 armes, ce qui était un temps d'engagement typique alors qu'un chasseur passait en trombe près du bombardier, lancerait plus de 200 gros projectiles. Tout chasseur allemand pris dans ce cône de feu serait déchiqueté. La fine peau d'aluminium d'un Bf-109 serait comme du papier de soie. Le pilote n'aurait aucune chance. Les pilotes allemands rapportèrent cela depuis des mois. Ils appelaient le feu des B-17 un mur de plomb. Ils décrivaient voir leurs obus de canon toucher les bombardiers sans effet apparent, alors qu'une seule rafale d'eux. Un tir défensif arracherait l'aile d'un chasseur. Maintenant, Milch comprenait pourquoi. Mais c'était pire. Il examina les systèmes de montage des armes. Les tourelles motorisées utilisèrent des moteurs électriques et des mécanismes sophistiqués de contrôle de tir.
La tourelle supérieure pouvait pivoter d'un tour complet en quelques secondes. La tourelle sphérique avait un viseur de calcul avancé qui aidait le mitrailleur à anticiper les cibles en mouvement. Ce niveau de sophistication était stupéfiant. Les bombardiers allemands avaient des mitrailleuses à main sur des supports simples. Le mitrailleur devait estimer l'anticipation, tenir compte du mouvement de l'avion et espérer. Ces canons américains faisaient partie d'un système coordonné avec des champs de tir qui se chevauchaient. Un chasseur attaquant ferait face à des tirs de plusieurs armes simultanément. Et les mitrailleurs étaient formés. Ils savaient comment travailler ensemble, comment créer des zones de mise à mort, comment masser leurs tirs. Milch prit des notes. Sa recommandation serait claire. Les chasseurs allemands ne devraient jamais engager les B-17 de face ou directement par l'arrière. Les seuls angles d'attaque viables étaient par le haut et l'avant, en piquant à travers la formation trop vite pour que les mitrailleurs puissent poursuivre, ou directement par le dessous, où la tourelle sphérique avait une rotation limitée. Mais ces tactiques exigeaient un timing à la fraction de seconde et des nerfs d'acier. La plupart des pilotes mourraient en les apprenant. Après avoir documenté l'armement, Milch se tourna vers les dommages de combat. Le Wolfhound avait subi des impacts importants pendant sa mission et les attaques qui avaient suivi. En faisant le tour de l'avion, Milch compta les dégâts. Plusieurs impacts de canon de 20 mm sur le fuselage. C'étaient de grands trous. Le 20 mm était une arme sérieuse conçue pour abattre des bombardiers. Les obus explosifs auraient dû causer des dommages catastrophiques, mais le B-17 les avait absorbés. La structure autour de chaque impact montrait quelque chose de remarquable. Les dégâts étaient localisés. Les lourds cadres internes avaient empêché la force de se propager à travers la cellule. Au lieu de l'effondrement de toute la section, seule la zone immédiate autour de chaque impact était endommagée. Des impacts de mitrailleuses criblaient les ailes et la queue, des douzaines. N'importe lequel de ceux-ci aurait pu sectionner un câble de commande, percer un réservoir de carburant ou désactiver un système critique. Pourtant, l'avion avait volé de retour et atterri avec succès. Milch examina le blindage protégeant les positions de l'équipage. Derrière. Le siège du pilote se trouvait une épaisse plaque d'acier inclinée pour dévier les tirs entrants. Le pare-brise était en verre blindé laminé bien plus épais que tout ce qui se trouvait dans les chasseurs allemands. Les positions du bombardier et du navigateur dans le nez avaient des panneaux blindés les protégeant par le dessous et l'avant. L'opérateur radio avait un blindage derrière et au-dessus. Les mitrailleurs de la taille avaient une certaine protection de leur support d'armes. Mais le plus important, toute la philosophie de conception de l'avion était différente. Les concepteurs d'avions allemands étaient obsédés par le poids. Chaque kilogramme était un ennemi. Des avions plus légers pouvaient grimper plus vite, virer plus serré, déjouer les adversaires. Ainsi, les ingénieurs allemands construisaient à la limite structurelle. Cadres minimaux, peau mince, juste assez solides pour supporter les charges de vol. Les Américains avaient fait le contraire. La cellule du B-17 était massivement surdimensionnée. La peau était en aluminium de fort calibre, bien plus épaisse que nécessaire pour des raisons aérodynamiques. Les cadres internes étaient robustes, presque redondants. Le longeron traversant les ailes était comme un pont d'acier. Pourquoi ? Parce que les Américains pouvaient se le permettre. Leur moteur en étoile, Wright R 1820. Cyclone produisait assez de puissance, 1200 chevaux chacun, 4 au total, pour soulever tout ce poids supplémentaire. Ils avaient donc choisi la survivabilité plutôt que l'efficacité, et au combat, ce choix s'avérait dévastateur. Un des assistants de Milch, un mécanicien aéronautique expérimenté, fit remarquer autre chose. Air General Feldmarschall regardait ses moteurs. La configuration en étoile était inhabituelle pour des yeux allemands. Les bombardiers de la Luftwaffe utilisaient des moteurs en ligne comme les Junkers Jumo ou les Daimler-Benz DB des chasseurs, mais en plus grand. Les moteurs en ligne étaient efficaces, puissants pour leur poids et aérodynamiquement propres. Mais ils avaient une faiblesse fatale, le refroidissement liquide. Chaque moteur en ligne avait besoin d'un liquide de refroidissement circulant dans des chemises autour des cylindres. Ce système de refroidissement, radiateur, pompe, conduite, était vulnérable.
Un seul impact perçant une conduite de refroidissement ou endommageant un radiateur et le moteur surchaufferait en quelques minutes. Le pilote aurait peut-être 60 secondes pour l'arrêter avant qu'il ne se bloque. Dans un chasseur monomoteur au-dessus du territoire ennemi, cela signifiait la capture ou la mort. Les moteurs en étoile refroidis par air du B-17 n'avaient pas une telle faiblesse. Les radios refroidis par air étaient intrinsèquement plus survivables. Chaque cylindre était exposé au flux d'air, se refroidissant lui-même. On pouvait littéralement tirer sur des cylindres du moteur, 3, 4, même 5 cylindres détruits, et le moteur continuerait à tourner, bien qu'avec une puissance réduite. Des B-17 étaient retournés en Angleterre avec des moteurs en feu, avec des cylindres entiers manquants, avec des dommages catastrophiques et volaient encore. Milch sortit des rapports de renseignement des escadrons de la Luftwaffe. Les comptes rendus étaient cohérents. Tirer toute la charge de munitions dans un B-17, observer de multiples impacts. Le bombardier a continué dans la formation. Réaliser un tir en déflexion parfait, impact de 20 mm sur les moteurs, aucun effet. Le bombardier n'a pas quitté la formation. Toucher un B-17 avec une longue rafale. L'aile a pris feu. Attendu que le bombardier s'écrase. Le feu s'est éteint. Le bombardier a continué vers la cible. Milch lut ses rapports avec un malaise croissant. Ce n'était pas que le B-17 était invincible. Beaucoup avaient été abattus. Les escadrons de chasseurs allemands rapportaient régulièrement des victoires, mais l'effort nécessaire pour en abattre un était stupéfiant. Un bombardier allemand comme le E-111 ou le Do-217 pouvait être mis hors de combat par une seule bonne rafale d'un Spitfire ou d'un Hurricane. Le pilote devrait tenter un atterrissage d'urgence où l'équipage sauterait en parachute. Le B-17 pouvait subir 10 fois ses dégâts et continuer à voler. C'était une différence non de degré mais de philosophie. L'Allemagne construisait des avions optimisés pour la performance, acceptant la vulnérabilité comme compromis. L'Amérique construisait des avions optimisés pour la survie, utilisant la force brute, des moteurs plus puissants, plus de structure, plus de redondance, pour surmonter tout handicap de performance. Dans une guerre d'attrition où les pilotes expérimentés étaient irremplaçables et prenaient des années à former, l'approche américaine s'avérait supérieure, car un pilote qui ramenait son bombardier endommagé chez lui volerait à nouveau. Un pilote allemand qui s'écrasait au-dessus de l'Angleterre était perdu à jamais. Après 3 jours d'examen détaillé, Milch compila son rapport technique. Les spécifications, les capacités, les vulnérabilités, telles qu'elles étaient. Mais la section la plus importante du rapport ne concernait pas l'avion lui-même. Elle concernait ce que l'avion représentait. Milch avait examiné chaque composant avec un œil de fabricant. La qualité des alliages d'aluminium, la précision des pièces usinées, la standardisation des raccords et connecteurs, tout pointait vers une conclusion. Ce n'était pas un prototype construit à la main, c'était un avion de production construit sur des chaînes d'assemblage, utilisant des processus et des composants standardisés. Et plus important encore, il n'y avait aucune preuve de raccourci. Fin 1942, la production aéronautique allemande montrait de plus en plus des signes de tension. Les usines passaient à des matériaux de qualité inférieure pour économiser des métaux stratégiques. Les tolérances de fabrication étaient assouplies pour accélérer la production. Le contrôle de qualité souffrait car les travailleurs expérimentés étaient enrôlés dans le service militaire et remplacés par des travailleurs forcés. Ce bombardier américain ne montrait rien de cela. L'aluminium était de haute qualité. Les roulements étaient de qualité. Le câblage était correctement groupé et blindé. Les raccords hydrauliques étaient usinés avec précision. C'était un avion construit par une nation avec des ressources à revendre. Milch demanda des renseignements sur la production à l'Abwehr, le service de renseignement militaire allemand. Ce qu'il reçut était fragmentaire mais troublant. Boeing construisait des B-17 dans plusieurs installations. D'ici fin 1943, la production était projetée à plus de 500 avions par mois. Les plans prévoyaient une expansion à 700, peut-être 800 par mois. Pour contexte, toute la production allemande de chasseurs monomoteurs, tout type, toutes usines, était d'environ 300 à 400 avions par mois. Et c'était le programme de la plus haute priorité de l'Allemagne.
Les Américains construisaient plus d'un seul type de bombardier que l'Allemagne ne construisait de chasseurs au total. Mais les chiffres vraiment dévastateurs arrivèrent quand Milch regarda la production aéronautique totale. La production aéronautique américaine pour 1943 était estimée à 85 000 avions. De multiples rapports de renseignement le confirmaient. Ce n'était pas de la propagande. Ce n'était pas une erreur. Les États-Unis fabriquaient réellement des avions à ce rythme. La production allemande pour 1943 serait d'environ 25 000 avions, un ratio de 3,4 contre 1. Mais les chiffres bruts ne disaient pas toute l'histoire, car les avions américains étaient en moyenne plus lourds et plus complexes. Un B-17 nécessitait environ 150 000 heures de travail à construire et consommait 2300 kg d'aluminium. Un chasseur Bf-109 nécessitait environ 5 000 heures de travail et utilisait peut-être 700 kg d'aluminium. Donc, en heures de travail et en matériaux, un B-17 équivalait à environ 30 Bf-109. Les Américains construisaient des milliers de B-17, plus des B-24 Liberator, un autre bombardier lourd quadrimoteur encore plus grand que le B-17, plus des bombardiers moyens comme les B-25 et B-26, plus des chasseurs comme le P-47, P-51, P-38, plus des avions d'entraînement, des transports, des avions de patrouille. Et ils faisaient tout cela tout en approvisionnant simultanément l'Union soviétique en milliers d'avions via la loi Pré-Baille, en équipant les forces britanniques et du Commonwealth, en construisant la plus grande marine du monde, en produisant des chars, des camions, de l'artillerie, des armes légères, en nourrissant leur propre population sans rationnement alimentaire, en maintenant le niveau de vie le plus élevé sur Terre. Milch était assis à son bureau à Berlin, fixant ses chiffres. Il avait vu des chiffres de production auparavant. Il savait que l'Amérique surpassait l'Allemagne en production, mais les voir dans le contexte du B-17, cet avion complexe et consommateur de ressources produit par centaines chaque mois, rendait la chose viscérale. L'Allemagne menait une guerre industrielle contre un ennemi avec des ressources effectivement illimitées, et il n'y avait aucun moyen de gagner une telle guerre. En janvier 1943, Milch soumit son évaluation complète au haut commandement de la Luftwaffe. Le rapport était méthodique, détaillé et dévastateur. Il documentait les capacités du B-17, l'armement défensif, la protection blindée, la résistance structurelle, le plafond opérationnel de 8500 à 9100 mètres où les chasseurs allemands avaient eu du mal. Il fournissait des recommandations tactiques. Éviter les attaques frontales. Ne pas engager directement par l'arrière. Utiliser des attaques en piqué par le haut. Concentrer le feu sur les moteurs plutôt que d'essayer d'endommager la cellule. Et puis, dans la conclusion, il alla plus loin. Le résumé de Milch disait « Le B-17 Flying Fortress représente un niveau de sophistication industrielle et technologique qui dépasse les capacités actuelles de l'Allemagne. Son déploiement généralisé suggère une capacité de production américaine dépassant largement les estimations précédentes du renseignement. Recommandation : ajustement tactique pour minimiser l'engagement avec les B-17 à haute altitude. Évaluation stratégique : la poursuite de l'attrition contre des avions ennemis numériquement et techniquement supérieurs entraînera des pertes insoutenables. Cette dernière ligne était dangereuse. Elle frôlait le fait de dire que la guerre était ingagnable. Le supérieur immédiat de Milch, Göring, lut le rapport avec une irritation croissante. Lors d'une conférence plus tard ce mois-là, Göring s'adressa directement à Milch. « Votre rapport est beaucoup trop pessimiste. Oui, les Américains ont des ressources, mais ils manquent de notre esprit combatif, de notre compétence tactique, de nos pilotes supérieurs. La qualité vaincra la quantité. » Milch choisit ses mots avec soin. « Herr Reichsmarschall, la qualité nécessite des pilotes expérimentés. Nous perdons des pilotes expérimentés plus vite que nous ne pouvons les remplacer. Les Américains construisent des avions de remplacement plus vite que nous ne pouvons les abattre. Alors nous construirons plus de chasseurs. Avec tout le respect, Herr Reichsmarschall, nous sommes déjà à la production maximale de chasseurs. Augmenter la production nécessiterait de détourner des ressources des bombardiers, des avions d'attaque au sol, des avions d'entraînement. Et même si nous doublions la production de chasseurs, nous serions toujours en infériorité numérique de 1 contre 3. Le visage de Göring vira au rouge.
Suggérez-vous que nous ne pouvons pas gagner? Milch savait que c'était la ligne qu'il ne pouvait pas franchir. Le défaitisme était punissable de mort. Je suggère, Herr Reichsmarschall, que nous devons être réalistes quant à notre capacité industrielle par rapport à nos ennemis. L'Union soviétique nous surproduit. L'Amérique nous surproduit. La Grande-Bretagne nous surproduit. Si nous devons avoir une chance, nous devons utiliser nos ressources plus efficacement qu'ils n'utilisent les leurs. C'était une déclatement soigneusement neutre, pas défaitiste, mais pas optimiste non plus. Göring le foudroya du regard un long moment, puis congédia toute la salle d'un geste. Le rapport de Milch fut classé, non détruit. Cela aurait semblé suspect. Juste classé, placé dans les archives. Aucune action requise. D'autres officiers eurent des expériences similaires. Albert Speer, le ministre de l'Armement, savait que l'Allemagne ne pouvait pas gagner une guerre de production, mais était impuissant à changer les décisions stratégiques d'Hitler. Adolf Galland, de plus en plus frustré par des ordres irréalistes et des ressources insuffisantes, finirait par s'opposer à Göring et être temporairement relevé de son commandement. À travers tout le système nazi, des hommes compétents voyaient la réalité mathématique et étaient piégés dans un système où reconnaître cette réalité était dangereux. Alors ils se taisaient, ou parlaient avec précaution, ou enrobent leurs avertissements dans des termes qui pouvaient être ignorés. Et la guerre continua. Le Wolfhound lui-même eut une longue carrière après sa capture. Après l'examen initial à Rechlin, il fut repeint aux couleurs allemandes et reçut le code d'identification Stammkennzeichen DL+XC. Tout au long de l'été 1943, il visita les bases de chasse de la Luftwaffe à travers l'Allemagne et la France occupée. Les pilotes étaient autorisés à s'asseoir dans le cockpit, examiner les positions de tir, comprendre les capacités et les vulnérabilités de l'avion. C'était en partie une aide à l'entraînement, en partie une préparation psychologique. Si les pilotes comprenaient ce à quoi ils faisaient face, ils pourraient se combattre plus efficacement. En juillet 1943, le Wolfhound retourna à Rechlin pour des tests supplémentaires. Les ingénieurs voulèrent comprendre ses caractéristiques de vol, son enveloppe de performance, ses qualités de maniabilité. Des pilotes d'essai allemands le firent voler. Ils rapportèrent qu'il était stable, docile, facile à piloter, des caractéristiques qui le rendaient excellent pour son rôle de plateforme de bombardement, mais le laissaient vulnérable aux chasseurs agiles dans un combat tournoyant. En septembre 1943, le bombardier fut transféré au Kampfgeschwader 200 KG-200, une unité spéciale de la Luftwaffe qui opérait des avions alliés capturés pour des missions secrètes. Le Wolfhound fut recodé A3+AE et commença à voler pour des missions secrètes à travers l'Europe. Parce qu'il ressemblait à un bombardier américain, il pouvait pénétrer l'espace aérien allié sans être immédiatement engagé. Le KG-200 l'utilisa pour transporter des agents, conduire des reconnaissances et même larguer des fournitures aux forces allemandes opérant derrière les lignes ennemies. Les pilotes du KG-200 rapportèrent que le B-17 était remarquablement indulgent à piloter. Un pilote nota « Les Américains ont construit un avion que même des pilotes médiocres pouvaient piloter en sécurité. Nos avions exigent du talent. Les leurs n'exigent qu'une compétence de base. Dans une longue guerre, c'est un avantage énorme. » Pendant ce temps, les prédictions de Milch s'avéraient exactes. Les B-17 apparurent au-dessus de l'Allemagne en nombre toujours croissant. La 8e force aérienne basée en Angleterre accumulait sa puissance. En 1942, les raids consistaient en quelques douzaines de bombardiers. D'ici mi-1943, des formations de 200 à 300 bombardiers étaient courantes. En 1944, des raids de 1000 bombardiers deviendraient routiniers. Les pertes de chasseurs allemands montèrent en flèche. Les pilotes expérimentés étaient abattus. La Luftwaffe était prise dans une spirale de la mort. Les pertes les obligeaient à accélérer l'entraînement, ce qui produisait des pilotes moins compétents qui mouraient plus vite, ce qui forçait un entraînement encore plus précipité. D'ici fin 1944, le pilote moyen de la Luftwaffe avait peut-être 50 heures de vol d'entraînement avant d'être envoyé au combat. Les pilotes américains en avaient plus de 400. Le résultat était prévisible. En avril
1945, alors que le Troisième Reich s'effondrait, le Wolfhound rencontra sa fin. Pendant un raid aérien américain sur l'aérodrome d'Iranienberg au nord de Berlin, le B-17 capturé fut détruit au sol. Le lieutenant Paul Flickinger, le pilote qui l'avait crashé en décembre 1942, survécut à la guerre dans les camps de prisonniers et retourna chez lui aux États-Unis. Il vivrait jusqu'aux années 1990, portant toujours un sentiment de culpabilité d'avoir été le premier Américain à donner aux Allemands un B-17 intact. Mais la vérité était que cela n'avait pas d'importance. En décembre 1942, quand le Wolfhound fut capturé, l'issue de la guerre était déjà déterminée. L'Allemagne ne le savait peut-être pas encore, mais les mathématiques industrielles étaient claires. Plus de 12 731 B-17 seraient construits pendant la guerre, plus que la production totale des chasseurs allemands Bf-109 et Fw-190 combinés. La production aéronautique américaine dépasserait 300 000 avions de 1940 à 1945. La production allemande pour la même période, approximativement 94 000. Un bombardier capturé ne pouvait pas changer ces chiffres, mais il pouvait les révéler à quiconque était prêt à les voir. Mai 1945. L'Allemagne avait capitulé. Le Troisième Reich avait disparu. Erhard Milch fut capturé par les forces alliées et détenu pour interrogatoire en tant qu'officier supérieur de la Luftwaffe impliqué dans la production d'armements, y compris l'utilisation de travail forcé. Il serait plus tard jugé à Nuremberg et condamné. Mais avant le procès, les officiers du renseignement technique américain s'intéressaient à ce qu'ils savaient des évaluations allemandes de l'équipement allié. L'interrogatoire eut lieu dans un bâtiment de bureau reconverti en Bavière. Milch, maintenant âgé de 53 ans, était assis en face de deux officiers américains. Un sténographe enregistrait tout. Un des officiers plaça un document sur la table. « Général Feldmarschall Milch, nous avons trouvé cela dans des archives de la Luftwaffe capturée. C'est votre évaluation technique du B-17 Flying Fortress, datée de janvier 1943. Vous avez examiné l'avion capturé en décembre 1942, correct? Oui. Dans votre rapport, vous avez conclu que l'Allemagne ne pouvait pas égaler la capacité industrielle américaine. Vous avez prédit des pertes insoutenables pour la Luftwaffe. Vous avez recommandé des changements stratégiques. Oui. Avez-vous vraiment conclu, en examinant un seul avion, que l'Allemagne perdrait la guerre? Milch réfléchit soigneusement avant de répondre. Il n'y avait plus aucune raison d'être prudent, aucun danger politique à dire la vérité. J'ai conclu que l'Allemagne ne pouvait pas gagner une guerre industrielle contre l'Amérique. Le B-17 était la preuve, une preuve physique, mesurable, d'une capacité de production que nous ne pouvions égaler. Expliquez. Chaque composant de cet avion nécessitait des ressources et une capacité de fabrication. Les moteurs seuls, 4 radios Wright Air 1820. Chacun nécessitait un usinage de précision, des alliages d'aluminium de haute qualité, des roulements de qualité. Les Américains construisaient des centaines de ces bombardiers, des milliers finalement. Il fit une pause. Pour que l'Allemagne construise des avions équivalents, cela aurait nécessité toute notre production d'aluminium, la plupart de notre capacité de machines-outils et des travailleurs qualifiés que nous n'avions pas. Et ce n'était qu'un seul type d'avion. Les Américains en construisaient beaucoup simultanément. L'officier hocha la tête. Votre rapport était marqué classé. Aucune action requise. Pourquoi a-t-il été ignoré? Milch sourit amèrement. Parce que la direction nazie ne voulait pas de renseignements. Elle voulait la validation de ce qu'elle croyait déjà. Quand la réalité contredisait l'idéologie, la réalité était rejetée. Avez-vous essayé d'avertir quelqu'un? J'ai fait ce que j'ai pu. Mais énoncer des vérités gênantes dans le Troisième Reich était dangereux. Les hommes qui disaient que l'Allemagne ne pouvait pas gagner étaient accusés de défaitisme. Certains furent exécutés. Mieux valait se taire ou parler en termes prudents qui pouvaient être ignorés. L'officier américain sortit un autre document. Nous avons aussi trouvé vos notes de conférence d'octobre 1942, avant la capture du B-17 intact.
Vous avez examiné un B-17 écrasé et avez dit à Göring « Les choses ne s'annoncent pas roses pour nos grandes villes ». Que vouliez-vous dire? Exactement ce que j'ai dit. Une fois que les B-17 pourraient opérer sur l'Allemagne en nombre avec une escorte de chasseurs, nos villes seraient détruites. Nous manquions de la force de chasse pour les arrêter. Nous manquions de la capacité industrielle pour construire assez de chasseurs. Nous manquions de la capacité d'entraînement des pilotes pour remplacer les pertes. Et vous saviez cela en octobre 1942? Je connaissais les mathématiques en 1941. L'examen d'octobre l'a confirmé. La capture de décembre du bombardier intact a simplement fourni plus de données. Mais la conclusion était la même. L'Allemagne avait déjà perdu la guerre industrielle. Nous ne l'avions simplement pas encore admis. L'interrogatoire continua pendant plusieurs heures. Milch fournit des informations détaillées sur la production aéronautique allemande, les contraintes de ressources, les décisions stratégiques. À la fin, l'officier américain posa une dernière question. Si quelqu'un vous avait écouté en 1942, si l'Allemagne avait accepté votre évaluation et changé de stratégie, aurait-il pu gagner? Milch secoua la tête. Non. En 1942, il était déjà trop tard. Peut-être si nous n'avions jamais commencé la guerre, ou si nous avions poursuivi une stratégie différente depuis le début. Mais en décembre 1942, quand j'ai examiné le Wolfhound, l'issue était déterminée. L'Amérique avait trop. Trop d'industrie, trop de ressources, trop de capacité de production. Alors examiner ce bombardier était comme un médecin examinant un patient, terminal et comprenant le diagnostic. Je pouvais voir la maladie clairement, mais il n'y avait pas de remède. L'histoire d'Erhard Milch et du B-17 capturé Wolfhound est un microcosme de l'échec stratégique de l'Allemagne dans la Seconde Guerre mondiale. Un ingénieur compétent examina l'équipement ennemi et parvint à une conclusion précise sur la réalité industrielle de la guerre. Il fournit cette évaluation à ses supérieurs et fut ignoré. Son expérience n'était pas unique. Albert Speer savait que l'Allemagne ne pouvait pas gagner une guerre de production. Adolf Galland savait que la Luftwaffe se vidait de son sang. Les commandants de terrain sur le front de l'Est savaient que les ressources de l'Union soviétique étaient inépuisables. Les officiers du renseignement savaient que la capacité industrielle américaine était écrasante. À travers l'armée et le gouvernement allemand, des hommes compétents comprirent la réalité mathématique. Mais ils étaient piégés dans un système où la vérité était subordonnée à l'idéologie, où souligner la réalité était du défaitisme, où la direction croyait que la volonté pouvait surmonter le désavantage matériel. Et ainsi, la guerre continua même après que l'issue fut déterminée. Le B-17 Wolfhound fut détruit en avril 1945, juste quelques semaines avant la fin de la guerre. Il avait bien servi l'Allemagne en tant que ressource de renseignement et plateforme d'opérations secrètes. Mais sa plus grande contribution avait été faite en décembre 1942, quand il révéla une vérité que l'Allemagne refusa d'accepter. À la fin de la guerre, les chiffres parlèrent d'eux-mêmes. 12 731 B-17 Flying Fortress construits. Plus que l'Allemagne n'en produisit de ses deux principaux chasseurs, le Bf-109 et le FW-190, combinés. Plus de 300 000 avions américains fabriqués au total de 1940 à 1945. L'Allemagne en produisit 94 000 pour la même période, 640 000 tonnes de bombes larguées par les seuls B-17 sur l'Allemagne et les territoires occupés, sur 1 500 000 tonnes au total larguées par les forces américaines. Le B-17 devint le symbole de la puissance aérienne américaine en Europe. Il participa à toutes les grandes campagnes de bombardement. Il contribua à atteindre la supériorité aérienne qui rendit possible l'invasion du jour J. Il détruisit des usines, des raffineries, des réseaux de transport et la capacité industrielle allemande. Mais peut-être son impact le plus significatif fut-il psychologique. Les civils allemands, regardant en l'air des formations de centaines de bombardiers volant en plein jour avec une impunité apparente, comprirent quelque chose que leur direction refusait d'admettre. Ils faisaient face à un ennemi aux ressources illimitées. Les pilotes de chasse allemands, regardant des formations de bombardiers qui semblaient grossir chaque mois, comprirent qu'ils menaient une bataille d'attrition perdue d'avance.
Les industriels allemands comme Milch, examinant la qualité et la quantité de l'équipement américain, comprirent l'impossibilité mathématique de la victoire. Le B-17 n'était pas seulement une arme, c'était un message écrit dans l'aluminium et l'acier. L'Amérique peut construire plus que vous ne pouvez détruire. Il y a une leçon plus large dans cette histoire, au-delà de l'histoire militaire. La tragédie d'Erhard Milch n'était pas qu'il avait échoué à voir la vérité. Il l'avait vue clairement, mesurée précisément, documentée minutieusement. Sa tragédie était qu'il vivait dans un système où la vérité était dangereuse. Dans le régime nazi, la réalité était ce que le Führer déclarait qu'elle était. Le renseignement qui contredisait cette réalité était rejeté comme défaitiste. Les officiers qui questionnaient les décisions stratégiques étaient accusés de déloyauté. Les scientifiques et ingénieurs qui signalaient des impossibilités techniques étaient étiquetés comme manquant d'esprit combatif. Et ainsi des hommes compétents qui comprenaient la vérité se taisaient ou parlaient en langage codé, ou fournissaient des rapports précis qui étaient classés et oubliés. Le rapport de janvier 1943 de Milch sur le B-17 fut finalement trouvé par les forces américaines en mai 1945 dans un classeur dans un quartier général de la Luftwaffe capturé. Il était marqué « classé ». Aucune action requise. À côté se trouvaient des rapports similaires. Des avertissements sur la production de chars soviétiques, des évaluations de la capacité de transport maritime allié, des renseignements sur la production américaine de caoutchouc synthétique, des analyses de la vulnérabilité aux bombardements stratégiques. Tous précis, tous ignorés. Car dans le Troisième Reich, avoir raison importait moins que d'être loyal. Le mathématicien qui calculait que l'Allemagne ne pouvait pas gagner était moins précieux que le croyant qui insistait sur l'inévitabilité de la victoire. L'ingénieur qui signalait les impossibilités de production était moins fiable que le lèche-bot qui promettait des miracles. À la fin, la croyance ne pouvait pas vaincre les mathématiques. La volonté ne pouvait pas surmonter la capacité industrielle. L'idéologie ne pouvait pas changer le fait que l'Amérique avait plus d'acier, plus de pétrole, plus d'aluminium, plus de tout, et savait comment l'utiliser. Le B-17 Flying Fortress était la manifestation physique de cette réalité. Et Erhard Milch était l'homme qui l'avait comprise trop clairement, trop tôt et trop complètement pour jamais être entendu.